Le matin dans l'impasse des Mimosas était frais, la rosée perlant encore sur les feuilles. Dans ce petit quartier populaire situé à la périphérie du 15e arrondissement de Marseille, l'atmosphère matinale était généralement d'une grande simplicité. Une ruelle étroite au bitume fissuré, des maisons aux murs de ciment dont la peinture s'écaillait, et des toits de tôle ondulés rouillés qui recueillaient le cliquetis de la pluie pendant la saison humide. Mais pour les habitants du quartier, toute cette simplicité était empreinte de chaleur. Car au bout de l'impasse, il y avait toujours la lumière d'une vieille lanterne à pétrole qui s'allumait avant que le soleil ne soit vraiment levé. C'était le signe que la soupe de Madame Sylvie était prête. Pour beaucoup de gens, une soupe n'est peut-être qu'un simple repas. Cependant, pour les habitants de l'impasse des Mimosas, un bol de soupe préparé par Madame Sylvie faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Chaque matin, l'arôme d'oignons frits et de bouillon de viande corsée se répandait dans toute l'impasse. Les enfants qui allaient à l'école, les pères de famille, ouvriers dans le bâtiment, qui se dépêchaient de rejoindre leur chantier, jusqu'aux mères de famille qui revenaient du marché, presque tous prenaient le temps de s'arrêter un instant pour acheter cette soupe. Madame Sylvie elle-même avait plus de 50 ans. Elle était petite, la peau tannée par l'habitude de travailler sous le soleil. Ses cheveux étaient coupés courts, avec une couleur blanche qui commençait à dominer. Chaque jour, elle portait une simple blouse délavée et un vieux tablier usé. Elle parlait rarement beaucoup. Le sourire qui apparaissait sur ses lèvres n'était qu'une esquisse. Il était difficile pour les gens de deviner si elle était aimable ou si elle cachait quelque chose. Malgré cela, sa soupe se vendait toujours bien. Non seulement parce qu'elle n'était pas chère, mais aussi à cause de son goût si particulier. La soupe de Madame Sylvie était réputée pour sa texture onctueuse, mais pas trop liquide. Le bouillon, longuement mijoté, avait un goût sucré, une saveur naturelle. Des morceaux de foie et de gésier tendres ouvraient l'appétit. Des brochettes d'intestin et des œufs durs marinés servaient d'accompagnement, rendant beaucoup de gens accros. Il y avait un facteur nommé Antoine qui plaisantait souvent en disant que Madame Sylvie devait avoir un secret spécial pour que sa soupe soit si délicieuse. Mais chaque fois qu'on lui posait la question, Madame Sylvie se contentait d'un léger sourire sans répondre. Ce matin-là, comme d'habitude, des enfants couraient dans l'impasse en tenant leur cahier d'école. Les voix des mères appelant leurs enfants résonnaient en écho. Parmi eux, il y avait un garçon de 10 ans nommé Léo. Son corps était menu. Sa peau claire, ses yeux pétillaient toujours d'enthousiasme. Au quotidien, Léo vivait avec sa grand-mère, Mémé Isabelle, car ses deux parents, Pierre et Marie, travaillaient comme ouvriers sur un chantier loin de la maison. Chaque matin, Mémé Isabelle donnait toujours un bol en plastique vers à Léo en lui disant d'une voix douce « Va me chercher 2 portions de soupe chez Sylvie, s'il te plaît, une pour toi et une pour Mémé. » Léo répondait toujours avec entrain, puis partait en petite foulée, ses vieilles sandales en plastique claquant sur le ciment. Tous les habitants de l'impasse étaient habitués à voir cette scène. Le petit garçon revenait toujours avec un visage joyeux, serrant le bol de soupe comme s'il portait un précieux cadeau. Pour Léo, la soupe de Madame Sylvie était quelque chose de spécial. Il aimait beaucoup les morceaux de foie ou l'œuf que Madame Sylvie lui donnait parfois sans qu'il le demande. Madame Sylvie disait généralement avec son léger sourire « Mange bien pour vite grandir, ne reste pas si mince. » Bien que ces mots semblaient plats, il y avait quelque chose qui rendait toujours Léo heureux. L'impasse des Mimosas, ce matin-là, ressemblait à tous les autres jours. Le soleil commençait à monter, ses rayons perçant à travers les interstices des toits de tôle rouillés. Les adultes se préparaient à partir au travail. Les enfants criaient de joie devant l'impasse. Certains jouaient aux billes. D'autres se préparaient à entrer à l'école. De loin, on entendait l'appel à la prière de l'aube qui se répercutait encore depuis la petite salle de prière au bout de la rue. La vie du quartier semblait paisible, remplie d'une routine simple. Personne ne se doutait que cette tranquillité serait bientôt brisée. Dans le coin de sa cuisine modeste, Madame Sylvie semblait affairée. Sa main gauche remuait une grande marmite de soupe qui bouillait avec un son bloup-bloup. Tandis que sa main droite saupoudrait de temps en temps des oignons frits. Une fumée blanche s'élevait, remplissant l'air et se mélangeant à l'arôme puissant du bouillon. Quelques clients faisaient la queue patiemment. Certains étaient déjà assis sur les chaises en plastique basse mises à disposition. Il n'y avait pas d'enseigne, pas de panneau, juste une vieille table en bois et quelques petits bancs. Mais chaque jour, l'endroit était toujours bondé. Pour les habitants, la soupe de Sylvie était une habitude irremplaçable. Il y avait même une expression parmi eux, si on avait pris la soupe de Sylvie au petit déjeuner, on se sentait fort toute la journée. Cependant, derrière toute cette routine qui semblait normale, il y avait quelque chose que personne n'avait jamais réalisé. Madame Sylvie vivait seule dans sa petite maison étroite. Pas de mari, pas d'enfant.
Sa maison ne contenait qu'un vieux lit en fer, une armoire en bois et les ustensiles de cuisine qu'elle utilisait pour faire sa soupe. Elle se mêlait rarement aux voisins. Chaque fois que quelqu'un lui posait des questions sur sa famille, elle répondait seulement par un léger sourire, puis retournait s'occuper de son travail. Les habitants du quartier s'étaient peu à peu habitués à son attitude. Ils supposaient que Sylvie choisissait de vivre seule pour être tranquille. Personne n'avait de soupçons. Car pour eux, l'important était que sa soupe soit toujours disponible chaque matin. Mais sans qu'ils s'en rendent compte, l'arôme chaud de la soupe de chaque jour couvrait un grand secret. Un secret qui allait bientôt secouer tout le petit quartier et laisser une blessure profonde. Ce matin-là, l'atmosphère était encore calme. Une légère brise transportait l'arôme de la soupe dans tous les coins de l'impasse. Le son des cuillères heurtant les bols. Le rire des enfants et les conversations des mères de famille formaient l'harmonie d'une vie simple. Mais derrière tout cela, l'ombre d'un événement majeur approchait sans que personne ne le sache. Il était un peu plus de 6 heures, le soleil commençait à montrer ses rayons au-dessus des toits des maisons. Léo courait comme d'habitude vers le bout de l'impasse, tenant le bol en plastique vert de mémé Isabelle. Son sourire était large, ses pas légers. Comme si le monde, ce matin-là, n'appartenait qu'à lui. Il avait salué de la main quelques amis de son âge qui jouaient aux billes. Il n'y avait rien d'étrange. Aucun signe que quelque chose allait se passer. Mémé Isabelle était assise sur le banc en bois devant sa maison, attendant. Sa main ridée tenait une canne. Ses yeux fixaient la petite rue qui, chaque matin, lui montrait son petit-fils revenant avec un visage joyeux. Mais les minutes passaient, et l'ombre de la petite silhouette n'apparaissait toujours pas. Après avoir attendu une demi-heure, mémé Isabelle commença à s'inquiéter. Elle essaya de se calmer en pensant que Léo s'était peut-être arrêté un moment pour jouer avec ses amis. Cependant, le cœur d'une grand-mère ne peut mentir. Il y avait quelque chose de différent ce matin-là. D'une voix rauque, elle commença à appeler doucement « Léo, rentre, mon petit. La soupe va refroidir. » Sa voix résonna le long de l'impasse, mais seul l'aboiement du chien d'un voisin lui répondit. Le bol de soupe sur la table commençait lentement à perdre sa vapeur chaude. Une couche d'huile d'oignon se figeait à la surface, rendant le cœur de mémé Isabelle encore plus anxieux. Elle se leva avec sa canne, marcha le long de l'impasse et appela à nouveau le nom de son petit-fils. Quelques voisins qui l'entendirent sortir aussitôt de chez eux pour demander des nouvelles. Antoine, le facteur, dit « Il joue peut-être au foot sur le terrain près du marché, il rentrera bien. » Mais mémé secoua la tête. D'habitude, Léo n'était jamais en retard comme ça. L'anxiété de la grand-mère se propagea finalement aux habitants du quartier. Quelques personnes prirent l'initiative de chercher du côté du marché. D'autres se dirigèrent vers la petite rivière derrière l'impasse, et d'autres encore ratissèrent les rues menant à l'école primaire. L'atmosphère du quartier, habituellement chaleureuse, se transforma en agitation. Des cris appelant Léo résonnèrent de toutes parts. On arrêta les enfants de jouer. Les gens commencèrent à fermer leurs échoppes un moment pour aider. L'air matinal, habituellement si paisible, fut remplacé par la tension. Il était presque l'heure, quand un des voisins dit à voix basse « Tout à l'heure, vers 6h30, j'ai vu Léo près de l'échoppe de soupe de Sylvie. » En entendant cela, tout le monde se tut instantanément. Leurs regards se tournèrent lentement vers le bout de l'impasse où l'échoppe de soupe dégageait encore de la fumée. Sylvie restait occupée comme d'habitude. Sa main remuait la soupe, son visage calme, sans expression. Quelques habitants s'approchèrent avec précaution. Mémé Isabelle, tremblante, prit son courage à deux mains pour demander « Madame, est-ce que Léo est venu acheter de la soupe ici tout à l'heure ?» Madame Sylvie se tourna un instant puis répondit d'un ton neutre « Il est venu ce matin, un court instant, a acheté 2 bols puis est parti. Je ne sais pas où il est allé après ça. » La réponse brève sembla clore la conversation. Il n'y avait aucun signe d'inquiétude ou de panique sur son visage. Juste ce léger sourire qui donnait la chair de poule. Peu de temps après, le bruit d'un moteur de scooter se fit entendre au bout de la rue. Pierre et Marie arrivèrent précipitamment. Ils portaient encore leurs vêtements de travail pleins de poussière. Leur visage était pâle, leurs yeux rouges d'inquiétude. Dès qu'ils descendirent du scooter, Marie se mit à crier hystériquement « Où est mon fils ? Quelqu'un a vu Léo ? Non ?» Elle courut le long de l'impasse en appelant le nom de son fils. Sa voix était brisée par les sanglots. Pierre essayait de la calmer, mais il tremblait lui-même. Il s'approcha de l'échoppe de soupe, fixant Madame Sylvie avec des yeux rouges pleins d'interrogations. « Madame, mon fils est venu ici tout à l'heure. » Madame Sylvie baissa les yeux un instant puis répondit avec le même ton. « Oui, il est venu un moment. Après ça, je ne sais pas.
Sa main continuait de remuer la soupe sans arrêt. Comme si rien d'important ne se passait autour d'elle. L'inquiétude des habitants s'intensifia. Une femme murmura à sa voisine. Pourquoi est-elle si calme? Un enfant a disparu, pourtant. Ce murmure se propagea rapidement, ajoutant à l'atmosphère pesante. Vers l'heure du matin, quelques habitants décidèrent de signaler l'affaire au commissariat de quartier. Peu de temps après, le son d'une sirène retentit. Quelques motos de police entrèrent dans l'impasse étroite. Les agents commencèrent à interroger les habitants, à noter les témoignages et à ratisser chaque recoin. On demanda aux enfants de rester à l'intérieur. L'impasse des Mimosas, habituellement pleine de rire, se transforma en un lieu de recherche tendu. La police se rendit également à l'échoppe de soupe de Sylvie. L'odeur d'oignons frits et de bouillon remplissait toujours l'air. Mais étrangement, cet arôme semblait maintenant dérangeant. Un jeune agent s'approcha de la marmite de soupe qui bouillait encore. Il inspira profondément et fronça soudain les sourcils. Il y avait une odeur étrange, faible, légèrement sucrée et piquante. Il voulut exprimer son sentiment, mais se retint. Pendant ce temps, Marie était assise devant l'échoppe, pleurant à chaudes larmes. Ses mains couvraient son visage, son corps tremblait. Pierre faisait les 100 pas comme un lion blessé, appelant son fils jusqu'à ce que sa voix soit rauque. Vers midi, les recherches furent étendues jusqu'aux abords du marché et à la grande route. Mais la trace de Léo restait introuvable. Pas de sandales, pas de cahier, aucun signe. Comme si le garçon s'était tout simplement évaporé. Plus le temps passait, plus l'atmosphère de l'impasse devenait oppressante. Les habitants chuchotaient. Certains commençaient à avoir des soupçons. Mais personne n'osait le dire à voix haute. Mémé Isabelle se tenait toujours debout avec sa canne. Son visage était pâle. Elle fixait les chopes de soupe d'où s'échappait toujours de la fumée. Et pour la première fois de sa vie, l'arôme de la soupe qui lui réchauffait habituellement l'estomac lui donnait la nausée. Ce jour-là, l'impasse des Mimosas n'était plus la même. Une ombre sombre commençait à envelopper ce petit quartier, apportant un mauvais présage qui allait bientôt se confirmer. Vers midi, le soleil était haut dans le ciel. L'impasse des Mimosas semblait chaude et étouffante, remplie du bruit des gens qui posaient des questions et des policiers qui allaient et venaient. Un ruban jaune fut tendu au bout de l'impasse pour empêcher les étrangers d'entrer sans autorisation. Les habitants curieux ne pouvaient que se masser derrière la ligne de démarcation. Leurs visages étaient tendus, leurs yeux pleins d'interrogations. Quelques agents commencèrent à entrer dans l'échoppe de soupe de Sylvie. La grande marmite sur le réchaud à bois bouillait toujours. Sa fumée s'élevait dans l'air. L'odeur de bouillon de viande mélangée à celle des oignons frits remplissait la petite pièce. Mais pour une raison inconnue, pour ceux qui restaient là trop longtemps, cette odeur finissait par donner mal à la tête. L'inspecteur Armand, un enquêteur déjà assez expérimenté, entra avec précaution. Ses yeux perçants observaient chaque recoin. Il salua Madame Sylvie d'un ton poli. « Madame, nous voudrions vous poser quelques questions. » Madame Sylvie répondit simplement « Je vous en prie. » Sa main continuait de remuer la soupe. Son visage était calme, sans la moindre ride d'anxiété. Le jeune agent qui l'accompagnait commença à poser des questions. Ce matin, vers 6h30. Est-il vrai que Léo est venu ici? Madame Sylvie se tourna un instant. Oui, il est venu un moment. Il a acheté 2 portions puis il est parti. Je ne sais pas où il est allé après. Sa réponse était plate, comme celle de quelqu'un qui énonce le prix d'un article au marché. Armand observait ses moindres gestes. Il avait l'habitude de voir les visages des gens nerveux qui tentaient de cacher quelque chose. Mais cette fois, il ne voyait rien de tel. C'était justement le calme de Madame Sylvie qui lui donnait la chair de poule. Le léger sourire au coin des lèvres de cette femme semblait anormal dans une situation aussi critique. Pendant ce temps, 2 autres agents inspectaient l'intérieur de la maison. La maison de Sylvie était petite et simple, composée d'un salon, d'une chambre et d'une cuisine attenante à l'endroit où elle cuisait la soupe. Étrangement, tous les coins de la maison semblaient très propres. Le sol brillait, les ustensiles de cuisine étaient bien rangés, il n'y avait aucune tache d'huile ni de reste de nourriture éparpillée. L'un des agents murmura « Cette maison est trop propre pour quelqu'un qui cuisine en grande quantité tous les jours. » Armand hocha simplement la tête. Ses yeux continuaient de balayer la pièce. Dans un coin de la cuisine, ils trouvèrent un fût en plastique bleu dont le couvercle était fermé par une petite chaîne et un cadenas. Le fût semblait lourd, difficile à déplacer. À sa surface, il y avait une tache brunâtre qui avait séché. Un agent le tapota doucement. Le son était mat, pas creux comme celui d'un fût vide. Le jeune agent demanda « Madame,
qu'y a-t-il à l'intérieur? Madame Sylvie se tourna un instant. Sa réponse fut brève, des os de volaille pour le bouillon de demain. Si vous voulez vérifier, allez-y. Son ton était plat, presque comme un défi. Les agents échangèrent un regard. Mais conformément au règlement, ils ne pouvaient pas l'ouvrir sans un mandat officiel. Non loin de ce fût, un autre agent trouva un petit carnet à la couverture rouge délavé sur une étagère en bois. La première page contenait une écriture manuscrite décrivant la recette de la soupe, avec les dosages de sel, le temps de cuisson du bouillon et la méthode pour faire des oignons frits croustillants. Mais plus on avançait dans les pages, plus les notes devenaient étranges. Il y avait des gribouillis sur des quantités de grammes de viande, des remarques sur une odeur de poisson qui devait être couverte, et même une phrase étrange comme « plus les morceaux sont petits, plus vite ils se désagrègent ». L'agent qui lisait se tut un instant. Il regarda Armand avec un visage perplexe. Armand prit le carnet, tourna les pages, puis le plaça dans un sac à preuve. Son visage devint sérieux. À l'extérieur de la maison, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Les habitants chuchotaient, certains osaient poser des questions à voix haute. Est-il vrai que le petit a été vu ici pour la dernière fois? Pourquoi sa maison est-elle si propre? Que contient réellement ce fût? Chaque question ajoutait à la peur qui se propageait comme un feu de paille. Marie était toujours assise par terre. Son corps était faible. Ses larmes étaient presque épuisées. Il ne restait plus que des sanglots étouffés qui faisaient pleurer les gens autour d'elle. Pierre faisait les 100 pas en se passant les mains dans les cheveux. Il regardait de temps en temps la maison de Madame Sylvie avec un regard acéré, plein de suspicion. La police décida finalement d'emporter le fût en plastique et le carnet rouge comme preuve temporaire. Madame Sylvie ne protesta pas du tout. Elle dit simplement « Si c'est nécessaire, je vous en prie ». Ses mains restaient occupées à préparer la soupe pour quelques clients retardataires. Comme si ce qui se passait ne la touchait absolument pas. Armand fixa longuement le visage de cette femme. Son léger sourire rendait l'atmosphère encore plus glaciale. Armand se dit en lui-même « Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mais pour le prouver, il faudra du temps et de la patience. » En fin d'après-midi, lorsque le fût en plastique fut transporté hors de la maison, les habitants firent du bruit. Certains se couvraient la bouche, d'autres poussaient des cris étouffés. Personne ne savait ce qu'il contenait, mais un mauvais pressentiment enveloppait tout le monde. L'arôme de la soupe qui s'échappait encore du réchaud n'était plus un symbole de chaleur. Pour eux, c'était devenu un grand point d'interrogation qui leur serrait la poitrine. La journée se termina par de nombreuses questions sans réponse. Léo n'avait pas été retrouvé. Le fût mystérieux et l'étrange carnet devenaient un mince espoir de lever le voile. Mais une chose était sûre, l'impasse des Mimosas avait perdu son sentiment de sécurité. Chacun fermait sa porte plus tôt. On ne laissait plus les enfants jouer dehors. Cette nuit-là, le silence du quartier était différent. L'air semblait porter le message que la tranquillité qu'ils avaient connue s'était effondrée. Le lendemain matin, l'impasse des Mimosas était déjà animée dès l'aube. Les habitants s'étaient rassemblés au bout de la rue, attendant des nouvelles des autorités qui arrivaient avec l'équipe de la police scientifique. Leurs yeux étaient rouges de manque de sommeil. Certains n'osaient plus manger depuis la veille. L'anxiété mêlée à la peur semblait étouffer le petit quartier. À 9 heures du matin, une grande voiture de police s'arrêta devant l'impasse. Plusieurs agents de la police scientifique descendirent avec leur équipement complet, gants, masques et appareils photo. Le fût bleu qui avait été saisi la veille se trouvait maintenant au milieu de la cour de la maison de Madame Sylvie, prêt à être ouvert sous les yeux de nombreuses personnes. Le ruban jaune fut de nouveau installé, séparant les agents des habitants curieux. L'inspecteur Armand se tenait devant. Son visage était rigide. Il savait que quoi que contienne ce fût, cela changerait tout. D'un geste de la main, il ordonna aux agents d'ouvrir le cadenas de la chaîne. Le bruit du métal s'entrechoquant résonna bruyamment, faisant que certaines personnes dans la foule se bouchèrent les oreilles à cause de la tension. Lorsque le couvercle du fût fut ouvert, l'air fut instantanément rempli d'une odeur pestilentielle. Si forte que plusieurs jeunes agents se mirent à tousser et détournèrent le visage. Les habitants qui se tenaient un peu plus loin se bouchèrent le nez avec des foulards. Une odeur de pourriture mélangée à une odeur de poisson piquait les narines. Bien différente de l'odeur de bouillon de volaille qu'ils avaient l'habitude de respirer chaque matin. À l'intérieur du fût, on apercevait plusieurs sacs en plastique noir fermés hermétiquement. Un par un, les sacs furent soulevés et placés sur une bâche. Chaque sac semblait lourd, pas comme des déchets de cuisine ordinaires. Avec précaution, les agents commencèrent à ouvrir le premier nœud. Dès que le plastique fut écarté, le silence se fit immédiatement.
À l'intérieur, il y avait des morceaux d'os blanc auxquels adhérait encore un peu de chair. Certains os semblaient petits, de toute évidence n'appartenant pas à du bétail. Un agent de la police scientifique murmura « Ce sont des os humains ». Cette déclaration fit frissonner tout le monde. Les habitants massés derrière la ligne jaune crièrent hystériquement. Des femmes s'évanouirent. D'autres s'empressèrent de prendre leurs enfants dans leurs bras pour les éloigner. Les pleurs et les prières se mêlèrent dans l'air. Comme si tout le quartier venait d'être frappé par la foudre en plein jour. Mémé Isabelle, qui se tenait dans la foule, poussa un cri strident. « Où est mon Léo, mon petit-fils » Sa voix était rauque. Son corps tremblait violemment. Marie se jeta sur son mari, pleurant à chaudes larmes jusqu'à ce que son corps s'affaisse. Pierre ne pouvait que rester là, rigide. Son visage était pâle, comme s'il avait perdu son âme. Armand lui-même s'efforçait de contenir son expression. Il avait fait face à de nombreuses affaires, mais cette fois, il ressentait quelque chose de différent. Cette affaire se déroulait au milieu d'un quartier modeste, dans la maison d'une femme que les habitants voyaient tous les jours. Il savait qu'à partir de ce moment, la confiance des habitants les uns envers les autres s'effondrerait. D'autres sacs en plastique furent ouverts. Le contenu était le même. Des morceaux d'os. Certains encore humides, d'autres commençant à sécher. Il y en avait une quantité non négligeable. La police scientifique plaça immédiatement le tout dans des conteneurs spéciaux pour les emmener au laboratoire. Les habitants commencèrent à chuchoter entre eux. Certains disaient que c'était peut-être la réponse à la disparition de plusieurs enfants dans les quartiers environnants ces derniers mois. D'autres refusaient d'y croire, horrifiés à l'idée qu'ils avaient peut-être mangé de la soupe contenant des ingrédients qu'ils n'auraient pas dû. Pendant ce temps, Madame Sylvie se tenait simplement près de son réchaud. Son visage restait plat. Elle ne montrait aucun signe de panique ni de remords. Ce léger sourire était toujours peint sur ses lèvres. Comme si ce qui venait d'être découvert n'était pas quelque chose d'horrible. Un agent s'approcha et lui demanda si elle voulait dire quelque chose. Madame Sylvie répondit simplement « Si c'est ce que vous avez trouvé, alors allez-y. Je ne peux rien y changer. » Cette réponse rendit l'atmosphère encore plus pesante. Quelques habitants crièrent de colère, certains l'insultèrent. Mais la ligne de police les empêchait de s'approcher. Armand ordonna immédiatement que Madame Sylvie soit emmenée au commissariat pour un interrogatoire plus approfondi. Lorsque Madame Sylvie fut conduite hors de la maison, les mains liées, les habitants massés éclatèrent en divers cris. Certains pleuraient, d'autres priaient à voix haute. D'autres encore tentaient de s'approcher en lançant des injures. Mais Madame Sylvie continuait de marcher calmement. Son sourire ne disparut jamais. Son regard était fixé droit devant elle. Comme si le monde autour d'elle n'avait plus d'importance. Ce jour-là, la nouvelle de la découverte d'os dans le fût bleu se répandit dans tout Marseille. Les journalistes commencèrent à affluer. Les caméras filmèrent les visages des habitants encore tremblants. La radio locale diffusa l'évolution de la situation minute par minute. L'impasse des Mimosas, autrefois connue seulement comme une petite impasse en périphérie de la ville, devint soudainement le centre de l'attention. Le soir venu, personne n'osa manger de soupe. Plusieurs autres échoppes de soupe aux alentours du marché étaient désertes, alors qu'elles étaient habituellement pleines. La suspicion et le dégoût envahissaient le cœur de nombreuses personnes. Les enfants furent couchés plus tôt. Les portes des maisons furent verrouillées à double tour. Certains récitèrent même des prières à voix haute pour que le quartier soit libéré de cette calamité. Mais pour la famille de Léo, cette nuit-là n'était pas seulement une question de peur. C'était une nuit pleine de larmes, une nuit pleine de prières qui ne contenait qu'une seule demande simple, pourvu que Léo soit encore en vie. Le laboratoire de la police scientifique de Marseille travailla sans relâche toute la nuit. Les os trouvés à l'intérieur du fût bleu furent séparés avec soin. Chaque morceau fut photographié, pesé, puis catalogué. Les premiers résultats d'examen montrèrent que les os n'appartenaient pas à des animaux. La structure et la taille correspondaient à un corps humain, et certains appartenaient clairement à des enfants. La nouvelle fut immédiatement transmise à l'équipe d'enquête. L'inspecteur Armand reçut le rapport avec un visage sombre. Il s'en doutait, mais entendre la confirmation lui serra la poitrine. Il savait que cette nouvelle allait briser le cœur des habitants de l'impasse des Mimosas. Pendant ce temps, Sylvie était assise dans la salle d'interrogatoire, les mains liées. Son visage restait calme. Elle ne pleurait pas, ne se mettait pas en colère, ne montrait aucun signe de culpabilité. Ce léger sourire ornait toujours ses lèvres. Plusieurs agents se relayaient pour l'interroger, mais ses réponses étaient toujours brèves. « Oui, c'est vrai. Léo est venu ce matin-là. »
Oui, je vis seule. Non, je ne sais pas où cet enfant est allé. Armand finit par intervenir lui-même. Il s'assit en face d'elle, la fixant intensément. Il resta longtemps silencieux, espérant que le silence la ferait parler. Mais Madame Sylvie se contenta de soutenir son regard avec le même sourire. Finalement, Armand dit à voix basse, « Madame, les os que nous avons trouvés chez vous ne sont pas des os de volaille, ce sont des os humains. Voulez-vous vous expliquer ?» Madame Sylvie resta silencieuse un instant. Son sourire s'élargit. Puis elle dit d'une voix faible, « Si c'est ce que vous avez trouvé, alors vous savez déjà. Je n'ai rien à ajouter. » Cette phrase donna la chair de poule, son ton était calme, mais c'était justement ce calme qui mettait tout le monde dans la pièce mal à l'aise. Quelques heures plus tard, les résultats complets du laboratoire tombèrent. On trouva un ADN correspondant au signalement de disparition de 3 enfants dans la région au cours des 6 derniers mois. Pas seulement Léo, mais aussi 2 enfants de quartiers voisins que l'on pensait auparavant avoir été enlevés par un inconnu. Ce fait aggrava encore l'affaire. Le lendemain, l'équipe d'enquête demanda l'aide d'une psychologue clinicienne de Lyon, le docteur Lacroix. Elle était connue pour avoir traité de nombreux cas de traumatisme et de troubles psychiatriques chez les auteurs de crimes. Le docteur Lacroix arriva avec une expression sérieuse, portant un dossier épais. Elle voulait parler directement à Madame Sylvie pour comprendre son mode de pensée. Dans la salle d'interrogatoire, le docteur Lacroix s'assit en face de Madame Sylvie. D'abord, elle se présenta doucement, essayant de détendre l'atmosphère. Madame Sylvie sourit simplement. Lorsqu'on l'interrogea sur sa vie, elle répondit brièvement, « Je suis seule depuis longtemps, pas de mari, pas d'enfant, ma vie consiste seulement à cuisiner la soupe. » Le docteur Lacroix orienta ensuite lentement les questions vers les événements faisant l'objet de l'enquête. Au début, Madame Sylvie resta silencieuse, mais après quelques heures, elle finit par parler. Elle dit doucement, « Autrefois, il y avait un petit garçon qui se moquait souvent de moi, disait que ma soupe était fade, puis s'enfuyait sans payer. J'étais en colère et je l'ai frappé. Accidentellement, cet enfant est mort. J'étais paniquée, je ne savais pas quoi faire. Finalement, j'ai utilisé cette méthode pour que les gens ne sachent pas. » L'atmosphère de la pièce devint soudainement silencieuse. Les agents qui écoutaient sentirent un frisson leur parcourir le dos. Madame Sylvie racontait cela comme si elle relatait un événement ordinaire. Elle poursuivit même, « Après cela, les gens ont mangé ma soupe. Ils ont dit qu'elle était bonne. Je me suis sentie soulagée car mon secret n'était pas découvert. Puis, petit à petit, j'ai senti que c'était un moyen de survivre. » Le docteur Lacroix nota chaque mot avec attention. Selon elle, Madame Sylvie présentait des symptômes de troubles de la personnalité antisociale. Elle ne ressentait aucune culpabilité, ne regrettait pas ses actes. Au contraire, il y avait une sorte de satisfaction à réussir à tromper son entourage. Après cette longue session, le docteur Lacroix s'adressa aux médias. D'une voix calme, elle expliqua, « Cette affaire n'est pas seulement un acte criminel ordinaire. Il y a un mode de pensée déviant où l'auteur se sent satisfait lorsqu'il réussit à dissimuler ses actes. Il se sent même plus intelligent que les autres. C'est une condition dangereuse car l'auteur peut continuer à fonctionner normalement au sein de la société tout en dissimulant des comportements extrêmes. » Cette déclaration fit encore plus sensation auprès du public. Les habitants de Marseille n'arrivaient pas à croire que cette femme simple qu'ils rencontraient chaque matin puisse faire une telle chose. D'autant plus que Madame Sylvie avait toujours été connue comme quelqu'un de réservé, qui n'avait jamais de problème. Dans l'impasse des Mimosas, l'atmosphère devint encore plus sombre. Certaines personnes avouèrent avoir la nausée chaque fois qu'elles se souvenaient de l'arôme de la soupe qu'elles aimaient tant autrefois. Certaines vomissaient rien qu'en y pensant. Les autres échoppes de soupe autour du marché devinrent soudainement désertes. Alors qu'elles n'avaient rien à voir. La méfiance s'était installée. Pour les familles des victimes, chaque nouvelle information était comme un couteau qui s'enfonçait. Pierre et Marie n'avaient plus la force d'entendre les détails de l'expertise médico-légale. Mémé Isabelle restait assise chaque soir devant sa maison, les yeux vides, appelant le nom de Léo d'une voix faible. Armand, qui dirigeait l'enquête, ne pouvait pas non plus dormir tranquillement. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage de Madame Sylvie avec son léger sourire. Il savait que cette affaire n'était pas terminée. Il y avait encore beaucoup de questions sans réponse. Madame Sylvie avait-elle agi seule? Y avait-il d'autres victimes? Et surtout, qu'est-ce qui avait poussé une simple femme de quartier à devenir ainsi? Cette nuit-là, au commissariat, Armand regarda le carnet rouge qui était toujours sur son bureau.
Il tourna à la dernière page. Là, était écrite une courte phrase: « Vendredi, tout sera fini ». Armand soupira longuement. Que signifiait cette phrase? Y avait-il un autre plan qui n'avait pas encore été révélé? Son cœur devint de plus en plus lourd. Il réalisait que cette affaire venait d'entrer dans une phase encore plus sombre. La ville de Marseille n'avait jamais été secouée par une affaire d'une telle ampleur. Depuis le matin, la cour du commissariat était remplie de journalistes de différents médias, caméras, microphones et carnets de notes se bousculaient. Tous voulaient obtenir les dernières nouvelles sur l'affaire Sylvie. Parmi ces journalistes, il y avait une jeune femme nommée Chloé. Elle travaillait pour une radio communautaire de Marseille, un endroit qui ne diffusait habituellement que de petites nouvelles sur les activités de quartier ou les bulletins de circulation. Mais cette fois, Chloé sentait que son devoir était différent. Chloé n'était pas seulement venue pour rapporter les faits, mais aussi pour comprendre l'histoire derrière la tragédie. Elle était née dans un petit village, habituée à l'atmosphère chaleureuse des quartiers. Pour elle, il était difficile d'imaginer qu'une femme de quartier puisse garder un secret aussi sombre. D'une voix douce mais ferme, Chloé était déterminée à entendre directement l'histoire des habitants. Pendant ce temps, à l'intérieur du commissariat, l'inspecteur Armand et son équipe continuaient de rédiger les rapports. Ils avaient les preuves médico-légales, ils avaient un début d'aveu, mais de nombreuses questions restaient en suspens. L'une d'elles était le carnet rouge qui contenait des codes et des phrases étranges. Vendredi, tout sera fini. Cette phrase hantait Armand chaque fois qu'il fermait les yeux. Dans l'après-midi, Chloé se rendit à l'impasse des Mimosas. Les habitants, encore traumatisés, l'accueillirent avec un mélange de peur et de soulagement. Ils voulaient raconter, mais craignaient aussi que leur histoire ne rouvre des blessures plus profondes. Avec une approche douce, Chloé commença à s'asseoir avec les mères de l'amicale du quartier qui se réunissaient habituellement au local de l'association. Une mère nommée Madame Dupont prit la parole, disant que, ces derniers mois, elle avait souvent vu Madame Sylvie entrer et sortir de chez elle, portant de grands sacs en plastique la nuit. Parfois, elle entendait un bruit comme si quelque chose de lourd tombait dans la cuisine. Mais elle n'osait pas demander. Elle pensait que c'était juste des os de volaille pour la soupe. Monsieur Dubois, un serrurier dont la maison était juste en face de l'échoppe, ajouta son témoignage. Il avait vu une fois Madame Sylvie transporter un petit fût bleu à l'aube et le placer dans un coin de la cuisine. Étrangement, chaque fois que quelqu'un regardait, Madame Sylvie faisait semblant de balayer la cour. À ce moment-là, Monsieur Dubois avait eu des soupçons, mais il avait choisi de se taire. Il avait peur d'être accusé de chercher des problèmes. Il y avait aussi l'histoire des enfants du quartier. Ils avaient un jour espionné la cuisine de Madame Sylvie par la fente d'une fenêtre. L'un d'eux affirma avoir senti une odeur étrange. Pas comme l'odeur de volaille, plus piquante et donnant la nausée. Mais comme ils avaient peur de se faire gronder, ils n'en avaient jamais parlé à leurs parents. Maintenant que tout était révélé, ils pleuraient de peur en se souvenant de cette expérience. Chloé nota tout cela avec soin. Elle était de plus en plus convaincue que l'histoire de Sylvie n'était pas seulement une affaire criminelle, mais aussi une question sur la façon dont la société ferme souvent les yeux sur les choses étranges. La gêne, la peur de déranger et la confiance aveugle dans les habitudes quotidiennes pouvaient en fait ouvrir la porte à quelque chose d'horrible. Le soir, Chloé diffusa son reportage en direct à la radio. Sa voix était faible mais claire. Cette affaire nous apprend que la bonté apparente ne reflète pas nécessairement le fond du cœur d'une personne. Les habitants de l'impasse des Mimosas ont longtemps vécu dans la confiance, mais cette confiance est maintenant déchirée. La question est, nous sommes-nous jamais vraiment regardés les uns les autres avec un cœur ouvert? Cette émission toucha de nombreux auditeurs. Certains appelèrent la radio pour raconter leurs expériences personnelles avec des voisins qui cachaient en fait de gros problèmes. Certains pleurèrent, se souvenant de membres de leur famille disparus. Chloé savait que cette histoire touchait bien plus de gens qu'elle ne l'imaginait. Pendant ce temps, au commissariat, Armand examinait à nouveau le carnet rouge. Il contacta une équipe d'experts en criminologie de l'université d'Aix-Marseille pour l'aider à déchiffrer les codes qu'il contenait. Il soupçonnait que ce carnet n'était pas seulement une recette de soupe, mais aussi une sorte de journal intime reflétant les obsessions de Sylvie. Sur l'une des pages, il y avait une note étrange. Plus les morceaux sont petits, plus vite l'odeur disparaît. Sur une autre page, il était écrit « Ne laissez personne se douter. Sourire, c'est tout ». Pour Armand, ces notes montraient que chaque acte de Sylvie n'était pas spontané, mais planifié avec soin. Dans l'impasse des Mimosas, les habitants commencèrent à organiser une prière collective dans la petite salle de prière. Ils récitaient des prières pour les enfants disparus tout en implorant le retour au calme dans le quartier. Mais, bien que les prières résonnent, la peur persistait. Personne n'osait manger de soupe.
Le simple fait de sentir l'arôme du bouillon donnait la nausée. Mémé Isabelle n'assista pas à la prière collective. Elle restait assise devant sa maison. Son regard était vide, fixé sur la rue que Léo empruntait habituellement chaque matin. Sa main serrait le bol vert de son petit-fils, qui n'était plus qu'un souvenir. Tous ceux qui passaient baissaient la tête, incapables de soutenir son regard. Pour Armand, la pression augmentait. Les habitants exigeaient des réponses. Les familles des victimes exigeaient justice, et les médias continuaient de creuser pour obtenir des développements. Il savait que les premiers aveux de Sylvie n'étaient pas suffisants. Il y avait encore une partie de l'histoire qui n'avait pas été dite, une partie peut-être plus horrible que ce qu'il savait déjà. Cette nuit-là, après que tous les témoins eurent été entendus et toutes les preuves stockées, Armand s'assit seul dans son bureau. Il regarda le carnet rouge dans sa main, puis murmura doucement. « Qu'est-ce que vous voulez dire, madame ? Vendredi, tout sera fini. » Fini quoi, ou qui, à l'extérieur? La pluie se mit à tomber, mouillant les rues de Marseille. Son bruit était comme le tic-tac du temps qui continuait d'avancer, les rapprochant tous d'une vérité encore plus sombre. La pluie de cette nuit-là laissa des flaques dans les rues de l'impasse des Mimosas. L'air humide transportait une odeur de terre mouillée mélangée à une peur qui ne s'était pas encore dissipée. Les habitants fermaient leurs portes plus tôt. Les lumières des maisons étaient faibles et les voix des enfants presque inaudibles. Le quartier, habituellement si bruyant, s'était soudainement transformé en une ville morte. Au commissariat, l'inspecteur Armand était toujours assis, fixant son bureau couvert de dossiers. Le carnet rouge de Madame Sylvie était ouvert à la dernière page. L'écriture était tremblante, comme si elle avait été écrite à la hâte. Il y avait la phrase « Vendredi, tout sera fini ». Ces mots empêchaient Armand de rester calme. Il se demandait sans cesse si cette phrase n'était qu'une note personnelle ou s'il y avait un plan plus vaste. Le lendemain matin, Armand retourna à l'impasse des Mimosas avec son équipe. Il voulait entendre des témoignages supplémentaires des habitants. Au début, la plupart des gens hésitaient à parler. Mais finalement, M. Dubois, le serrurier qui vivait en face de la maison de Madame Sylvie, prit son courage à deux mains. Son visage semblait anxieux. M. Dubois baissa la tête longuement avant de dire doucement qu'il se méfiait depuis longtemps. Il avait vu Sylvie transporter un petit fût bleu à l'aube. Parfois, il entendait un bruit sourd, comme un objet tombant dans la cuisine. Mais il avait choisi de se taire, de peur d'être accusé de se mêler des affaires des autres. Armand lui demanda de continuer son récit d'une voix faible. Monsieur Dubois expliqua que 3 nuits avant la disparition de Léo, il avait vu Madame Sylvie traîner un sac noir dans la cuisine puis allumer un grand feu. La fumée était épaisse et l'odeur étrange, au point de lui donner la nausée. Lorsqu'il lui avait posé la question, Madame Sylvie avait simplement souri et répondu qu'elle brûlait des restes de volaille. Monsieur Dubois n'avait pas osé la contredire. Ce témoignage conforta Armand dans l'idée que cette affaire n'était pas un incident spontané. Il y avait un schéma, une habitude répétée. Le carnet rouge, le fût bleu et les témoignages des habitants convergeaient tous vers la même chose. Madame Sylvie avait planifié ses actions avec soin. Mais ce qui inquiétait Armand, c'était la phrase « Vendredi, tout sera fini ». Ce jour-là était un mercredi. Cela signifiait qu'il y avait une possibilité que quelque chose soit prévu pour dans 2 jours. Armand rassembla immédiatement son équipe. Il ordonna à tous les habitants de l'impasse des Mimosas de redoubler de vigilance. Les enfants ne devaient pas sortir de la maison sans surveillance. Il était interdit aux habitants de se rassembler à l'extérieur la nuit. La police commença à patrouiller la zone environnante pour chercher d'éventuels autres lieux utilisés par Madame Sylvie. Pendant ce temps, Chloé, la journaliste, continuait de recueillir des informations auprès des habitants. Elle entendit l'histoire d'une petite fille nommée Léa, une amie de jeu de Léo. Selon Léa, quelques jours avant la disparition de Léo, Madame Sylvie les avait invités à entrer dans sa cuisine en leur promettant de leur donner des brochettes d'intestin gratuites. Les autres enfants avaient eu peur, mais Léo avait dit que Madame Sylvie était gentille. Depuis lors, Léo venait souvent à l'échoppe de soupe, même sans que mémé Isabelle le lui demande. Chloé écrivit cette histoire le cœur lourd. Elle réalisait que la façon dont Sylvie approchait les enfants était de leur donner des petits cadeaux pour qu'ils se sentent à l'aise. Cette confiance simple s'était ensuite transformée en porte d'entrée vers le danger. En fin d'après-midi, Armand interrogea à nouveau Madame Sylvie. Il lui demanda directement la signification de la phrase « Vendredi, tout sera fini » écrite dans le carnet rouge. Madame Sylvie le regarda longuement, puis sourit légèrement. Elle dit calmement que tout serait révélé plus tard et que personne ne pourrait l'arrêter. La pièce devint soudainement glaciale. Armand retint ses émotions. Dans son fort intérieur,
il était de plus en plus convaincu que cette phrase n'était pas une plaisanterie. Il y avait quelque chose de plus grand que la simple soupe. Il commença à soupçonner que Madame Sylvie n'avait peut-être pas agi seule, qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre qui savait ou même qui était impliqué. Cette nuit-là, les habitants de l'impasse des Mimosas eurent encore plus peur. Dans la petite salle de prière, les prières résonnèrent à nouveau. Les enfants étaient serrés fort dans les bras de leurs parents. Mémé Isabelle restait assise devant sa maison, le bol vert sur ses genoux, fixant la rue sombre. À la radio, Chloé diffusa son dernier reportage. Sa voix tremblait lorsqu'elle expliqua que les habitants de l'impasse des Mimosas vivaient désormais dans la peur. Non seulement à cause de la perte de leurs enfants, mais aussi à cause de l'ombre d'une menace encore indistincte. Le carnet rouge de Sylvie restait un mystère, et le temps continuait de s'écouler vers le vendredi. Les auditeurs de la radio restèrent silencieux. Beaucoup envoyèrent des messages courts. Certains priaient pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. D'autres maudissaient Madame Sylvie avec des mots durs. Mais ce qui revenait le plus souvent, c'était la peur. La peur que le mal puisse naître de la personne qu'ils avaient toujours considérée comme faisant partie de la famille. Armand ne dormit pas cette nuit-là. Il était assis au bureau, avec une grande carte de la région de Marseille devant lui. Il marqua les points de disparition des enfants au cours des 6 derniers mois. Tous menaient à l'impasse des Mimosas. Puis il regarda à nouveau le carnet rouge. La courte phrase qui hantait ses pensées. Vendredi, tout sera fini. Qu'est-ce qui serait fini? Un vieux plan? Y avait-il d'autres victimes qui n'avaient pas encore été retrouvées? Ou y avait-il quelque chose de plus grand impliquant plus qu'une simple vendeuse de soupe? Le temps passait, les secondes résonnaient de plus en plus fort aux oreilles d'Armand. Dans 2 jours, ce serait vendredi. Il réalisait que, quoi qu'il arrive, la vérité devait être découverte avant ce jour-là. Le jeudi arriva avec un ciel gris. L'air dans l'impasse des Mimosas était lourd. Comme si tout le monde retenait son souffle. Les portes des maisons étaient fermées hermétiquement. Les fenêtres n'étaient que légèrement entr'ouvertes. Et le bruit joyeux des enfants qui remplissaient habituellement la matinée avait complètement disparu. On n'entendait que le chant du coq et, de temps en temps, les pleurs d'un bébé. Depuis la découverte des os chez Madame Sylvie, le petit quartier semblait paralysé. Beaucoup de gens n'avaient plus le courage de passer devant le bout de l'impasse où se tenaient les chopes de soupe. Le simple fait de sentir l'arôme des oignons frits d'une autre cuisine leur donnait la nausée. Les pères partaient travailler avec des visages sombres. Les mères fermaient leurs portes plus tôt et on ne laissait plus les enfants sortir de la maison. Dans cette situation, Madame Dupont, connue comme la présidente de l'amicale des mères du quartier, sentit qu'elle ne pouvait pas rester inactive. Elle invita les mères de famille à se réunir dans le petit local près de la salle de prière pour discuter des mesures à prendre. Au début, elles hésitaient, certaines avaient peur de sortir de chez elles. Mais finalement, presque toutes vinrent. Assises en cercle, le visage pâle et les yeux gonflés par le manque de sommeil. Madame Dupont ouvrit la réunion d'une voix tremblante. Elle dit que leur quartier traversait une grande épreuve. La peur était certes naturelle, mais si tout le monde restait silencieux, cette peur ne ferait que grandir et pourrait briser la fraternité. Elle invita les mères à veiller les unes sur les autres, à se soutenir mutuellement et surtout à protéger les enfants pour qu'ils ne soient pas les prochaines victimes. Une jeune mère nommée Yanti pleurait en racontant son histoire. Elle avoua que depuis l'incident, sa fille de 8 ans ne voulait plus manger de soupe. Même lorsqu'elle cuisinait du riz ordinaire, sa fille tremblait parce que l'arôme des oignons frits lui rappelait l'échoppe de Sylvie. Yanti dit avec désespoir qu'elle ne savait pas comment calmer sa fille. Les autres mères hochèrent la tête. Elles ressentaient la même chose. Il y avait des enfants qui ne pouvaient pas dormir la nuit. D'autres qui pleuraient constamment. Et d'autres encore qui refusaient d'aller à l'école parce qu'ils avaient peur de passer devant le bout de l'impasse. Cette situation rendait les mères encore plus tristes et en colère. Non seulement elles avaient perdu leur sentiment de sécurité, mais elles voyaient aussi leurs enfants subir un traumatisme. Madame Dupont proposa alors un programme simple. Chaque nuit, il y aurait une ronde avec les pères. Pendant ce temps, les mères organiseraient des tours pour accompagner les enfants à étudier à la salle de prière. L'objectif était que les enfants se sentent en sécurité, pas seuls, et qu'ils osent lentement se rassembler à nouveau. Toutes furent d'accord, même si leur cœur était encore rempli d'anxiété. Pendant ce temps, dans les maisons des habitants, de nombreuses petites conversations émergeaient. Certains regrettaient de ne pas avoir prêté attention aux signes étranges chez Madame Sylvie. D'autres avouaient avoir souvent entendu des bruits suspects, mais les avoir considérés comme anodins. D'autres encore se sentaient coupables d'avoir laissé leurs enfants s'approcher trop près de Madame Sylvie. Tous ces regrets se mélangeaient maintenant en un lourd fardeau.
Mémé Isabelle ne participait pas à la réunion de l'amicale. Elle restait assise sur sa chaise devant sa maison, fixant la rue déserte. Sur ses genoux, il y avait toujours le bol vert de Léo. Quelques mères s'approchèrent d'elle pour lui donner du courage. Mais Mémé Isabelle secoua simplement la tête. Elle dit d'une voix faible qu'elle espérait toujours que son petit-fils revienne avec son visage joyeux, comme d'habitude. De son côté, Chloé, la journaliste de la radio, était présente à cette réunion. Elle écoutait avec émotion. Elle voyait l'ampleur de la blessure laissée par cet événement. Non seulement pour les familles des victimes, mais aussi pour tout le quartier. Elle diffusa son reportage du soir avec un ton plein d'empathie. Chloé dit que les habitants de l'impasse des Mimosas luttaient pour se relever. Bien que hantés par la peur, ils essayaient de se tenir la main pour que les enfants ne perdent pas toute leur enfance. Cette émission incita de nombreux auditeurs à envoyer des messages de soutien. Certains venaient de Marseille, d'autres d'Avignon, et même d'autres villes de Provence. Ils envoyèrent des prières, des mots d'encouragement et la promesse d'aider si nécessaire. Ce soutien réconforta quelque peu le cœur des habitants. Ils sentaient qu'ils n'étaient pas seuls face à cette épreuve. Mais derrière tout cela, l'ombre de la menace persistait. Le carnet rouge de Sylvie gardait toujours son mystère. La phrase « vendredi », tout sera fini, résonnait constamment aux oreilles d'Armand. Il savait que demain serait vendredi. Si quelque chose était vraiment prévu, alors leur temps était presque écoulé. Armand décida de renforcer la surveillance dans l'impasse des Mimosas. Cette nuit-là, la police patrouilla jusqu'au petit matin. Chaque coin de l'impasse fut inspecté, chaque maison vérifiée à nouveau, mais rien ne fut trouvé. Malgré tout, la vigilance ne devait pas être relâchée. Armand se dit qu'il valait mieux être prudent que de regretter. Les habitants dormirent les portes verrouillées à double tour. La lumière de la salle de prière resta allumée toute la nuit, comme un symbole d'espoir. Le son des prières résonnait doucement, apaisant les cœurs agités. Mais malgré les prières, la peur ne disparaissait pas vraiment. Tout le monde attendait le vendredi avec le cœur battant, ne sachant pas ce qui allait se passer. Le vendredi matin arriva avec un ciel couvert. Dès l'aube, le marché de Saint-Antoine, habituellement si animé, semblait différent. Les marchands de soupe, de plats à emporter et de légumes virent leurs étals déserts. De nombreux clients qui passaient ne jetaient qu'un bref coup d'œil avant de repartir, le visage crispé par la nausée. Pour les habitants des environs, le mot « soupe » n'évoquait plus un petit déjeuner chaud, mais une peur qui leur transperçait le cœur. Un vieux marchand nommé Monsieur Julien était assis, songeur, devant sa charrette. Il vendait de la soupe depuis plus de 20 ans. Mais depuis que l'affaire Sylvie avait été révélée, il n'avait presque plus de clients. Il dit à un voisin que, de toute sa vie, il ne s'était jamais senti rejeté comme cela. Il n'était pas coupable, mais la méfiance s'était déjà installée dans l'esprit de beaucoup de gens. Cette inquiétude se propagea. Au café près du marché, les gens débattaient des nouvelles de la télévision. Certains croyaient que Sylvie avait agi seule. D'autres soupçonnaient qu'elle faisait partie d'un réseau étrange plus vaste. Des spéculations folles se développaient. Certains mentionnaient qu'il y avait peut-être d'autres personnes dans d'autres quartiers qui faisaient la même chose. De jour en jour, la peur se transformait en préjugés. Chloé, la journaliste de la radio, fut témoin de tout cela. Elle marcha le long du marché, écoutant les plaintes des marchands et notant chaque histoire. De nombreux vendeurs de soupe se plaignirent à elle, lui demandant de diffuser leur voix. Ils voulaient que le public sache que toutes les soupes n'étaient pas comme celles de Sylvie. Ils voulaient prouver que l'honnêteté existait toujours dans leur modeste cuisine. Dans l'après-midi, Chloé retourna à son studio et diffusa un long reportage. D'une voix calme, elle expliqua qu'à cause d'un seul acte malveillant, de nombreuses personnes innocentes subissaient également les conséquences. Elle décrivit Monsieur Julien, assis, songeur, devant sa charrette, espérant qu'un seul client vienne. Elle mentionna également l'histoire d'une mère qui pleurait parce que son commerce était désert. Alors que cette soupe était sa seule source de revenus pour ses enfants. Cette émission toucha de nombreux auditeurs. Certains envoyèrent des messages pour apporter leur soutien moral. Il y en eut même qui se rendirent au marché spécifiquement pour acheter de la soupe aux autres marchands, en signe de solidarité. Lentement, la voix de Chloé commença à changer l'atmosphère. Les gens réalisèrent que la haine aveugle ne ferait qu'ajouter à la blessure. Pendant ce temps, dans l'impasse des Mimosas, l'atmosphère restait tendue. La police montait la garde à l'entrée pour s'assurer qu'il n'y ait rien de suspect. Armand était assis dans un petit poste de garde, regardant le carnet rouge qu'il portait toujours sur lui. La phrase « vendredi, tout sera fini » continuait de hanter son esprit.
Il savait que ce jour-là était vendredi, le jour écrit par Sylvie. Comme point final, Armand ordonna des patrouilles supplémentaires. Chaque petite ruelle fut vérifiée, chaque maison surveillée. Il ne voulait pas qu'un nouvel incident approfondisse la blessure des habitants. Bien qu'il n'y ait pas encore de signes suspects, son cœur restait en alerte. Pour lui, le calme pouvait n'être qu'une illusion avant la tempête. D'un autre côté, Chloé retourna à l'impasse des Mimosas. Elle s'assit avec les mères de l'amicale, qui se réunissaient encore chaque après-midi. Elle parlait du passé, de la façon dont elle complimentait la soupe de Sylvie parce qu'elle était bonne. Il y avait une lourde culpabilité sur leur visage. Une mère dit à voix basse que, peut-être, sans le savoir, leurs éloges avaient conforté Sylvie dans l'idée qu'elle avait raison. Chloé nota cette phrase le cœur serré. Elle sentait que c'était là le côté humain de la tragédie. Parfois, le crime ne naît pas seulement de l'intention de l'auteur, mais grandit aussi dans un environnement qui, sans le savoir, lui laisse de la place. Non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils n'avaient jamais imaginé que quelque chose d'aussi sombre puisse se cacher derrière un visage simple. Vers le soir, Chloé diffusa à nouveau à la radio. Elle dit d'une voix douce que la tragédie de l'impasse des Mimosas n'était pas seulement la disparition d'enfants, mais aussi la destruction de la confiance. Elle souligna l'importance de prendre soin les uns des autres, de ne pas laisser les voisins vivre seuls sans attention. Car la solitude peut être un terreau fertile pour des blessures invisibles. Cette nuit-là, l'émission de Chloé fut entendue dans de nombreuses maisons. Les habitants écoutaient en silence. Certains versèrent des larmes. D'autres se sentirent réconfortés, d'autres encore se sentirent plus tristes. Mais une chose était claire, cette voix leur donnait le sentiment de ne pas être seuls. Armand, assis à son poste, entendit également l'émission sur une petite radio. Il ferma les yeux un instant, ressentant chaque mot. Pour lui, Chloé n'était pas seulement une journaliste. Elle était un rappel que derrière tous les dossiers, les preuves et les enquêtes, il y avait des êtres humains qui luttaient pour guérir leurs blessures. Mais juste au moment où la nuit commençait à tomber, un agent courut vers Armand avec un visage paniqué. Il rapporta qu'un habitant avait vu l'ombre de quelqu'un entrer dans la maison de Sylvie, qui était pourtant sous scellé. Armand se leva immédiatement, son cœur battant à tout rompre. Était-ce cela que signifiait le carnet rouge ? Le vendredi allait-il vraiment être le jour décisif ? Ce vendredi soir-là, l'impasse des Mimosas fut de nouveau en proie à l'attention. Après le rapport sur l'ombre mystérieuse vue entrant dans la maison de Sylvie, la police se mit immédiatement en mouvement. Armand dirigeait une petite équipe avec des lampes de poche et des armes. Il marchait lentement dans l'impasse déserte. Les lumières des maisons des habitants clignotaient au loin, mais personne n'osait sortir. Tous ne faisaient que regarder derrière leurs fenêtres avec des visages anxieux. La maison de Sylvie était silencieuse. Sa porte portait toujours les scellés de la police. Le ruban jaune s'étendait devant, mais il était déchiré d'un côté. Armand s'accroupit, touchant le scellé avec des gants. Il était clair que quelqu'un avait essayé d'entrer. Il fit signe à ses hommes de se préparer. Avec précaution, ils poussèrent la porte. Les vieux gonds grincèrent doucement, ajoutant à l'atmosphère pesante. Une fois à l'intérieur, l'air était froid. L'odeur résiduelle de la soupe et de la fumée de bois de chauffage était encore faiblement perceptible. Bien que le réchaud n'ait pas été allumé depuis plusieurs jours, Armand s'avança plus profondément, balayant la pièce avec le faisceau de sa lampe de poche. Soudain, on entendit un bruit de pas léger venant de la direction de la cuisine. Tous les agents retinrent leur souffle. Armand leva la main, faisant un signe. Ils s'approchèrent lentement. Lorsque la lampe de poche fut dirigée vers la cuisine, on vit une silhouette se déplacer rapidement vers la fenêtre arrière. Un agent cria à la personne de s'arrêter. Mais l'ombre sauta par la fenêtre, courant vers l'impasse sombre. La police se lança immédiatement à sa poursuite. Mais l'impasse étroite et glissante à cause de la pluie rendait la progression difficile. Après 15 minutes de recherche, la silhouette avait disparu on ne sait où. Armand retourna à la maison de Sylvie, le souffle court. Il savait que cette personne avait certainement un but précis. Il examina la cuisine avec attention. Dans un coin de la pièce, il y avait des traces de poussière déplacées. Comme si quelque chose venait d'être bougé. Après un examen plus approfondi, ils trouvèrent une petite boîte en bois cachée sous un tas de charbon de bois. La boîte était verrouillée, mais Armand demanda à un agent de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait quelques feuilles de papier jauni. Leur contenu donnait la chair de poule. Il y avait une liste de noms. Certains étaient barrés, d'autres encore vierges. À côté de chaque nom était écrit un chiffre et une courte note. Plusieurs noms correspondaient aux enfants déjà portés disparus.
Armand regarda la liste avec un visage sombre. Il était clair que Sylvie n'avait pas agi qu'une seule fois. Elle notait tout avec soin. Comme si elle organisait un grand plan. Une nouvelle question se posa à lui. Travaillait-elle seule ou y avait-il quelqu'un d'autre qui l'aidait et qui essayait maintenant d'effacer les traces? Cette preuve fut immédiatement emportée au commissariat. Les habitants qui apprirent la nouvelle furent encore plus inquiets. Ils se rassemblèrent à la salle de prière, priant intensément. Tandis que quelques pères montaient la garde avec des visages pâles. Les enfants étaient serrés fort dans les bras. Certains n'eurent même pas le droit de dormir seuls cette nuit-là. Chloé, qui avait également entendu parler de l'intrus mystérieux, se rendit immédiatement sur les lieux. Elle ne pouvait pas entrer à cause du périmètre de sécurité. Mais de l'extérieur, elle vit les visages paniqués des habitants. Elle parla à une mère qui dit à voix basse qu'il ne savait plus à qui faire confiance. Chaque nuit ressemblait à un cauchemar sans fin. La nuit s'avançait, mais Armand était toujours assis dans son bureau. Devant lui, il y avait 2 preuves, le carnet rouge avec la phrase « Vendredi, tout sera fini » et la boîte en bois contenant la liste de noms. Il sentait le fardeau sur ses épaules s'alourdir. Son téléphone portable vibra. Un message entra de l'équipe scientifique qui analysait les notes supplémentaires. Il était écrit que l'encre de la liste de noms était différente de celle des notes de la recette de soupe. Cela signifiait qu'il y avait probablement plus d'une personne qui avait écrit. Armand resta longtemps silencieux. Si c'était vrai qu'il y avait quelqu'un d'autre, alors cette affaire était bien plus vaste qu'il ne le pensait. Dehors, la pluie se remit à tomber. Son bruit frappait le toit du commissariat comme un rythme qui oppressait le cœur. Armand regarda la fenêtre sombre, puis murmura doucement que la vérité devait être révélée avant que d'autres victimes ne tombent. Il était minuit. Le vendredi venait de commencer. Armand savait que c'était le jour que Sylvie avait écrit dans le carnet rouge. Il ferma les yeux un instant, essayant de calmer son esprit, mais l'image des visages des enfants disparus continuait de le hanter. Cette nuit-là, l'impasse des Mimosas ne dormit pas. Les habitants veillaient avec des prières et de la peur. La police patrouillait à chaque coin de rue, et au milieu de tout cela, le mystère de l'identité de l'intrus restait en suspens, sans réponse. La journée de vendredi s'écoula lentement, comme si le temps refusait d'avancer. Depuis le petit matin, l'impasse des Mimosas était étroitement surveillée par la police. Les habitants n'osaient pas sortir de chez eux, sauf pour se rendre à la salle de prière. Ils parlaient à voix basse, comme si un son fort pouvait attirer le malheur. Chaque pas semblait surveillé. Chaque porte était fermée hermétiquement. Au commissariat, Armand était assis dans son bureau, les yeux fatigués. Ses cheveux étaient en désordre. Son visage était pas la cause du manque de sommeil. Depuis la nuit précédente, il ne pouvait s'empêcher de penser à la boîte en bois avec la liste de noms. Plus il la regardait, plus le fardeau qu'il ressentait était lourd. Il savait que derrière ces noms, il y avait des familles qui attendaient des réponses. Le téléphone sur son bureau sonnait sans arrêt. Les journalistes de la télévision nationale, des journaux et des portails en ligne se bousculaient pour obtenir un commentaire. Ils posaient des questions sur la signification du carnet rouge, l'identité de l'intrus et la possibilité qu'il y ait d'autres victimes. Armand répondait simplement que l'enquête était toujours en cours, mais cette pression lui faisait de plus en plus mal à la tête. Les médias commencèrent à diffuser des nouvelles avec de gros titres. Certains écrivaient sur les soupçons d'un réseau de tueurs. D'autres comparaient l'affaire Sylvie à des événements célèbres à l'étranger. Il y eut même un média qui écrivit imprudemment que la soupe dans tout Marseille n'était pas sûre. Cette nouvelle aggrava l'inquiétude. Le marché de Saint-Antoine fut de nouveau désert. De nombreux vendeurs de soupe choisirent de ne pas ouvrir plutôt que de subir la honte. Certains d'entre eux se rendirent à la mairie de quartier pour implorer le gouvernement d'intervenir. Ils se sentaient punis pour une faute qu'ils n'avaient pas commise. Au milieu de cette agitation, Chloé essayait de rester calme. Elle savait que le devoir d'un journaliste n'était pas seulement de rapporter les faits, mais aussi de veiller à ce que la société ne soit pas davantage blessée. Elle choisit d'écrire son reportage sur un ton empathique. Dans son émission, elle souligna que cette tragédie n'était pas une raison de suspecter tout le monde. Elle rappela qu'il y avait de nombreux vendeurs de soupe honnêtes, de nombreux voisins qui étaient vraiment sincères. Son émission reçut un accueil positif, de nombreux auditeurs envoyèrent des messages de remerciement. Cependant, certains la critiquèrent, accusant Chloé de trop défendre les marchands. Chloé accepta tous les commentaires avec philosophie. Elle croyait que la vérité devait être dite avec le cœur, pas seulement avec des chiffres. Pendant ce temps, Armand était de plus en plus sous pression. Il convoqua plusieurs membres de son équipe pour discuter des derniers développements.
L'analyse de l'encre sur la note montrait, en effet, qu'il y avait 2 écritures différentes. Mais jusqu'à présent, il n'avait trouvé aucune trace de l'identité de la deuxième personne. Armand sentait que le temps lui manquait. Il se souvint de la phrase « Vendredi, tout sera fini ». Aujourd'hui, c'était vendredi, mais il ne savait pas encore ce qui serait fini. Alors que la nuit approchait, l'atmosphère devint plus lourde. Les habitants de l'impasse des Mimosas se rassemblèrent à la salle de prière pour une prière collective. Leur voix était faible mais pleine d'espoir. Madame Dupont dirigeait la lecture des prières. Les enfants étaient assis sur les genoux de leurs parents. Tous espéraient que la nuit se passerait sans incident. Armand était également présent à la salle de prière. Bien qu'il se tienne à l'extérieur, il écoutait les prières qui résonnaient, sentant le poids de la responsabilité peser de plus en plus sur sa poitrine. Il savait que les habitants plaçaient leur espoir en lui. Mais au fond de lui, il était aussi un être humain qui pouvait flancher. En regardant le ciel nocturne, il se murmura à lui-même qu'il devait tenir bon, qu'il ne devait pas céder à la peur. Chloé était également à la salle de prière cette nuit-là. Elle n'alluma pas son enregistreur, n'écrivit rien. Elle s'assit simplement avec les mères, leur tenant la main, partageant leur tristesse et leur espoir. Pour elle, un journaliste doit parfois poser son stylo et écouter avec son cœur. Lorsque la prière fut terminée, l'atmosphère était un peu plus calme. Mais derrière cette tranquillité, l'ombre de la menace se faisait toujours sentir. Les enfants furent serrés plus fort dans les bras, les portes des maisons verrouillées à double tour, et la lumière de la salle de prière laissée allumée toute la nuit. Au commissariat, Armand regarda à nouveau la liste de noms dans la boîte en bois. Ses yeux s'arrêtèrent sur un nom qui n'était pas encore barré. Ce nom lui était étranger, il ne figurait pas sur la liste des victimes déjà signalées. Il appela immédiatement son équipe pour faire des recherches. Si ce nom était réel, cela signifiait qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur qui était peut-être encore en danger. Le temps passait, la nuit devenait de plus en plus tardive. La pluie se remit à tomber avec un bruit sourd. Armand se tenait devant la fenêtre, regardant les gouttes d'eau tomber sans arrêt. Dans sa tête, il n'y avait qu'une seule pensée. Il devait trouver la vérité avant qu'il ne soit trop tard. La pluie tombait toujours à verse. Alors qu'Armand était assis dans son bureau, regardant la liste de noms trouvés dans la boîte en bois, il fixa un nom qui n'était pas barré. Ce nom était Lina, sans adresse claire. À côté, il y avait seulement un chiffre et une note brève, difficile à comprendre. Armand sentit la chair de poule. Si ce nom était réel, cela signifiait qu'il y avait quelqu'un qui était peut-être encore en danger. Il appela immédiatement une petite équipe pour faire des recherches. Les registres d'état civil furent ouverts. Les signalements de disparition d'enfants des derniers mois furent vérifiés à nouveau. Le résultat fut surprenant. Il s'avéra qu'il y avait eu un signalement d'un village près de Martigues concernant une petite fille nommée Lina, disparue il y a 2 mois. Le signalement n'avait pas attiré beaucoup d'attention car il était considéré comme un cas de fugue ou d'enlèvement familial. Maintenant, ce nom apparaissait sur la liste de Madame Sylvie. Armand se massa les tempes. Son cœur était agité car il devenait de plus en plus clair que Madame Sylvie n'avait pas seulement un lien avec l'impasse des Mimosas, il y avait une possibilité que d'autres victimes viennent de l'extérieur du quartier. Cela signifiait que l'affaire était bien plus vaste qu'il ne le pensait. Le lendemain matin, Chloé vint au commissariat, apportant un enregistrement d'interview avec plusieurs habitants de Martigues. Elle raconta que les parents de Lina attendaient toujours une certitude. Bien qu'ils aient presque perdu espoir, en entendant que le nom de leur fille figurait sur la liste de Sylvie, ils avaient pleuré hystériquement. Chloé transmit leur message à Armand, il voulait seulement connaître la vérité, même si elle était amère. Armand resta longtemps silencieux. Il regarda Chloé avec des yeux lourds. La présence de Chloé, qu'il ne voyait habituellement que comme une journaliste, lui semblait différente. Elle ne se contentait pas de rapporter les faits, elle était vraiment présente, accompagnant les habitants blessés. Dans son fort intérieur, Armand se sentit un peu plus fort, car il y avait quelqu'un qui essayait de voir cette affaire d'un point de vue humain, pas seulement comme une nouvelle. Pendant ce temps, dans l'impasse des Mimosas, la tension se faisait de plus en plus sentir. Les habitants restaient sur leur garde, mais maintenant la méfiance commençait à se tourner les uns contre les autres. Certains chuchotaient que Sylvie n'avait peut-être pas travaillé seule. D'autres accusaient un voisin qui sortait rarement de chez lui. Il y en eut même qui s'accusèrent mutuellement simplement parce qu'ils avaient vu quelqu'un rentrer tard le soir. La réunion de l'amicale, dirigée par Madame Dupont, fut de nouveau organisée pour calmer les habitants. Elle insista sur le fait que la méfiance mutuelle ne ferait qu'aggraver la situation. Mais ces mots n'étaient pas faciles à accepter. Le traumatisme était trop profond, la peur trop grande. Les enfants n'osaient toujours pas jouer dehors,
ni même s'asseoir sur le pas de leur porte. Armand reçut un rapport sur cette agitation. Il savait que si la situation n'était pas gérée rapidement, le quartier pourrait se diviser. Il se rendit lui-même à la salle de prière pour rassembler les habitants. D'une voix calme, il expliqua que l'enquête était toujours en cours, que les habitants devaient s'unir, et non se méfier les uns des autres. Bien que ses paroles soient apaisantes, les regards des gens restaient pleins d'inquiétude. Cette nuit-là, Chloé diffusa un long reportage à la radio. Elle décrivit comment les habitants de l'impasse des Mimosas luttaient contre la peur, comment les enfants perdaient leur joie de vivre, et comment les parents veillaient toute la nuit. Elle mentionna également l'histoire de Lina de Martigues comme un rappel que cette affaire était plus vaste qu'il n'y paraissait. Sa voix fit taire de nombreux auditeurs. Certains versèrent des larmes, d'autres envoyèrent des messages de prière, et d'autres encore étaient en colère contre l'indifférence de la société auparavant. Chloé conclut son émission par une phrase douce. Derrière chaque nom, il y a un enfant qui a un jour ri, couru et rêvé. Au commissariat, Armand écoutait l'émission sur la petite radio de son bureau. Il sentit sa poitrine se réchauffer et se serrer à la fois. Chaud, parce qu'il y avait une voix qui lui rappelait que son travail n'était pas seulement d'attraper le coupable, mais aussi de préserver l'espoir des familles. Serré, parce qu'il savait qu'il y avait encore beaucoup de mystères non résolus. Vers minuit, un nouveau rapport arriva. Un habitant affirma avoir vu une ombre se glisser à nouveau près de la maison de Sylvie. La police se mit immédiatement en mouvement, mais une fois de plus, la silhouette disparut dans l'obscurité. La tension dans l'impasse des Mimosas atteignit son paroxysme. Les habitants prièrent plus fort. Certains pleuraient de peur. Armand se tenait devant la maison silencieuse de Sylvie, avec le ruban jaune déchiré. La pluie gouttait toujours du toit de tôle. Il regarda dans l'obscurité puis murmura en lui-même que ce mystère n'était pas terminé. Il y avait quelqu'un d'autre qui rôdait encore, et leur temps était compté. Le samedi matin, l'atmosphère dans l'impasse des Mimosas était toujours tendue. Les habitants hésitaient à sortir de chez eux. On ne voyait que de temps en temps quelqu'un se dépêcher d'acheter des produits de première nécessité avant de rentrer rapidement. La maison de Sylvie restait sous scellé. Mais l'ombre de la personne mystérieuse, aperçue 2 fois, empêchait tout le monde d'être tranquille. Armand dirigea une équipe pour suivre la piste. Ils examinèrent l'enregistrement de la simple caméra de surveillance de l'épicerie au bout de l'impasse. Sur l'enregistrement, on voyait l'ombre d'une personne au corps mince, portant une veste sombre, courir rapidement autour de la maison de Sylvie. Son visage n'était pas clairement visible, mais la silhouette était réelle. L'analyse montra que la direction de la course de cette personne menait vers la grande route, et non de retour dans la petite impasse. Cela signifiait qu'il ne s'agissait probablement pas d'un habitant de l'impasse des Mimosas. Armand soupira longuement. S'il était vrai qu'une personne extérieure était impliquée, l'affaire pourrait être plus compliquée qu'il ne l'imaginait. Pendant ce temps, les médias nationaux couvraient l'affaire de plus en plus intensivement. La télévision diffusait en direct depuis le devant de la maison de Sylvie. De grands titres s'affichaient à l'écran, le mystère de la vendeuse de soupe. Certaines chaînes organisaient même des débats avec des experts en psychologie, en criminologie et des personnalités religieuses. Chacun donnait son analyse. Certains insistaient sur l'aspect psychologique de Sylvie. D'autres soulignaient la faiblesse de la surveillance de l'environnement. Cette pression retombait sur les épaules d'Armand. Le téléphone de son bureau ne cessait presque jamais de sonner. Ses supérieurs exigeaient des résultats rapides. Les journalistes réclamaient des déclarations, et les familles des victimes insistaient pour que la vérité soit révélée au plus vite. Armand avait l'impression que sa tête allait exploser. Au milieu de tout cela, Chloé essayait de garder l'équilibre. Elle refusait de suivre le courant du sensationnalisme. Dans ses reportages, elle parlait davantage de la douleur des familles des victimes, de l'inquiétude des vendeurs de soupe innocents et de la façon dont ce petit quartier luttait pour rester debout. Son émission faisait pleurer une partie du public, mais suscitait aussi des critiques de la part de ceux qui voulaient des nouvelles plus incisives. Pour Armand, Chloé était une voix apaisante. Cependant, il était lui-même au bord de la rupture. Cette nuit-là, il s'assit seul dans son bureau, fixant un mur vide. Il se sentait fatigué, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Chaque nom sur la liste des victimes semblait le fixer. Exigeant des réponses. Il se souvint des petits-enfants qu'il voyait souvent jouer dans les impasses du quartier. Il imagina si l'un d'eux était de sa famille. Un sentiment de culpabilité lui serra la poitrine. Même s'il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé. Son téléphone portable sonna. C'était sa femme à Marseille. La voix douce de l'autre côté lui demanda quand il rentrerait. Les enfants à la maison attendaient.
Armand resta longtemps silencieux avant de répondre. Il dit qu'il ne savait pas quand il pourrait rentrer, car cette affaire n'était pas terminée. Sa voix était rauque, ses yeux humides. Après avoir raccroché, il resta longtemps assis, la tête baissée. Cette nuit-là, Chloé vint, apportant un thermos de café. Elle trouva Armand dans son bureau, le visage épuisé. Elle ne parla pas beaucoup, versa seulement le café dans une tasse et s'assit sur la chaise en face. Le silence dura quelques minutes, puis Chloé dit doucement qu'elle comprenait que ce fardeau était lourd. Mais elle lui rappela aussi que chaque petit pas comptait pour les familles des victimes. Armand la regarda avec des yeux rouges. Il ne répondit pas, mais sa prise sur la tasse se renforça. Ces mots simples semblaient alléger un peu le fardeau sur ses épaules. Dans l'impasse des Mimosas, les habitants organisèrent à nouveau une prière nocturne à la salle de prière. Le son des versets sacrés résonnait doucement, mélangé au bruit de la pluie fine à l'extérieur. Les enfants étaient assis les uns près des autres. Certains serraient leurs genoux, ayant encore peur. Les pères montaient la garde à la porte de la salle de prière, regardant vers la maison sombre de Sylvie. Lorsque la prière fut terminée, certains habitants chuchotèrent. Ils craignaient que la personne mystérieuse ne revienne. Certains soupçonnaient qu'elle cherchait des preuves qui n'avaient pas encore été trouvées. D'autres craignaient qu'elle ne cherche une nouvelle victime. Toutes ces possibilités faisaient battre leur cœur. Armand se tenait à l'extérieur de la salle de prière. Écoutant ces chuchotements, il regarda la maison de Sylvie, silencieuse et sans lumière, puis murmura en lui-même qu'il ne devait pas abandonner. Malgré la fatigue, malgré la pression venant de toutes parts, il devait tenir bon. Car derrière toute cette peur, il y avait l'espoir des habitants qui attendaient la justice. Le vendredi s'écoula lentement, comme si le temps refusait d'avancer. Depuis le petit matin, l'impasse des Mimosas était étroitement surveillée par la police. Les habitants n'osaient pas sortir de chez eux, sauf pour se rendre à la salle de prière. Ils parlaient à voix basse, comme si un son fort pouvait attirer le malheur. Chaque pas semblait surveillé. Chaque porte était fermée hermétiquement. Au commissariat, Armand était assis dans son bureau, les yeux fatigués. Ses cheveux étaient en désordre. Son visage était pas la cause du manque de sommeil. Depuis la nuit précédente, il ne pouvait s'empêcher de penser à la boîte en bois avec la liste de noms. Plus il la regardait, plus le fardeau qu'il ressentait était lourd. Il savait que derrière ces noms, il y avait des familles qui attendaient des réponses. Le téléphone sur son bureau sonnait sans arrêt. Les journalistes de la télévision nationale, des journaux et des portails en ligne se bousculaient pour obtenir un commentaire. Ils posaient des questions sur la signification du carnet rouge, l'identité de l'intrus et la possibilité qu'il y ait d'autres victimes. Armand répondait simplement que l'enquête était toujours en cours, mais cette pression lui faisait de plus en plus mal à la tête. Les médias commencèrent à diffuser des nouvelles avec de gros titres. Certains écrivaient sur les soupçons d'un réseau de tueurs. D'autres comparaient l'affaire Sylvie à des événements célèbres à l'étranger. Il y eut même un média qui écrivit imprudemment que la soupe dans tout Marseille n'était pas sûre. Cette nouvelle aggrava l'inquiétude. Le marché de Saint-Antoine fut de nouveau désert. De nombreux vendeurs de soupe choisirent de ne pas ouvrir plutôt que de subir la honte. Certains d'entre eux se rendirent à la mairie de quartier pour implorer le gouvernement d'intervenir. Ils se sentaient punis pour une faute qu'ils n'avaient pas commise. Au milieu de cette agitation, Chloé essayait de rester calme. Elle savait que le devoir d'une journaliste n'était pas seulement de rapporter les faits, mais aussi de veiller à ce que la société ne soit pas davantage blessée. Elle choisit d'écrire son reportage sur un ton empathique. Dans son émission, elle souligna que cette tragédie n'était pas une raison de suspecter tout le monde. Elle rappela qu'il y avait de nombreux vendeurs de soupe honnêtes, de nombreux voisins qui étaient vraiment sincères. Son émission reçut un accueil positif, de nombreux auditeurs envoyèrent des messages de remerciement. Cependant, certains la critiquèrent, accusant Chloé de trop défendre les marchands. Chloé accepta tous les commentaires avec philosophie. Elle croyait que la vérité devait être dite avec le cœur, pas seulement avec des chiffres. Pendant ce temps, Armand était de plus en plus sous pression. Il convoqua plusieurs membres de son équipe pour discuter des derniers développements. L'analyse de l'encre sur la note montrait, en effet, qu'il y avait deux écritures différentes. Mais jusqu'à présent, il n'avait trouvé aucune trace de l'identité de la deuxième personne. Armand sentait que le temps lui manquait. Il se souvint de la phrase « Vendredi, tout sera fini ». Aujourd'hui, c'était vendredi, mais il ne savait pas encore ce qui serait fini. Alors que la nuit approchait, l'atmosphère devint plus lourde. Les habitants de l'impasse des Mimosas se rassemblèrent à la salle de prière pour une prière collective. Leur voix était faible mais pleine d'espoir.
Madame Dupont dirigeait la lecture des prières. Les enfants étaient assis sur les genoux de leurs parents. Tous espéraient que la nuit se passerait sans incident. Armand était également présent à la salle de prière. Bien qu'il se tienne à l'extérieur, il écoutait les prières qui résonnaient, sentant le poids de la responsabilité peser de plus en plus sur sa poitrine. Il savait que les habitants plaçaient leur espoir en lui. Mais au fond de lui, il était aussi un être humain qui pouvait flancher. En regardant le ciel nocturne, il se murmura à lui-même qu'il devait tenir bon, qu'il ne devait pas céder à la peur. Chloé était également à la salle de prière cette nuit-là. Elle n'alluma pas son enregistreur, n'écrivit rien. Elle s'assit simplement avec les mères, leur tenant la main, partageant leur tristesse et leur espoir. Pour elle, un journaliste doit parfois poser son stylo et écouter avec son cœur. Lorsque la prière fut terminée, l'atmosphère était un peu plus calme. Mais derrière cette tranquillité, l'ombre de la menace se faisait toujours sentir. Les enfants furent serrés plus fort dans les bras, les portes des maisons verrouillées à double tour, et la lumière de la salle de prière laissée allumée toute la nuit. Au commissariat, Armand regarda à nouveau la liste de noms dans la boîte en bois. Ses yeux s'arrêtèrent sur un nom qui n'était pas encore barré. Ce nom lui était étranger, il ne figurait pas sur la liste des victimes déjà signalées. Il appela immédiatement son équipe pour faire des recherches. Si ce nom était réel, cela signifiait qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur qui était peut-être encore en danger. Le temps passait, la nuit devenait de plus en plus tardive. La pluie se remit à tomber avec un bruit sourd. Armand se tenait devant la fenêtre, regardant les gouttes d'eau tomber sans arrêt. Dans sa tête, il n'y avait qu'une seule pensée. Il devait trouver la vérité avant qu'il ne soit trop tard. La pluie tombait toujours à verse. Alors qu'Armand était assis dans son bureau, regardant la liste de noms trouvés dans la boîte en bois, il fixa un nom qui n'était pas barré. Ce nom était Lina, sans adresse claire. À côté, il y avait seulement un chiffre et une note brève, difficile à comprendre. Armand sentit la chair de poule. Si ce nom était réel, cela signifiait qu'il y avait quelqu'un qui était peut-être encore en danger. Il appela immédiatement une petite équipe pour faire des recherches. Les registres d'état civil furent ouverts. Les signalements de disparition d'enfants des derniers mois furent vérifiés à nouveau. Le résultat fut surprenant. Il s'avéra qu'il y avait eu un signalement d'un village près de Martigues concernant une petite fille nommée Lina, disparue il y a 2 mois. Le signalement n'avait pas attiré beaucoup d'attention car il était considéré comme un cas de fugue ou d'enlèvement familial. Maintenant, ce nom apparaissait sur la liste de Madame Sylvie. Armand se massa les tempes. Son cœur était agité car il devenait de plus en plus clair que Madame Sylvie n'avait pas seulement un lien avec l'impasse des Mimosas, il y avait une possibilité que d'autres victimes viennent de l'extérieur du quartier. Cela signifiait que l'affaire était bien plus vaste qu'il ne le pensait. Le lendemain matin, Chloé vint au commissariat, apportant un enregistrement d'interview avec plusieurs habitants de Martigues. Elle raconta que les parents de Lina attendaient toujours une certitude. Bien qu'ils aient presque perdu espoir, en entendant que le nom de leur fille figurait sur la liste de Sylvie, ils avaient pleuré hystériquement. Chloé transmit leur message à Armand, il voulait seulement connaître la vérité, même si elle était amère. Armand resta longtemps silencieux. Il regarda Chloé avec des yeux lourds. La présence de Chloé, qu'il ne voyait habituellement que comme une journaliste, lui semblait différente. Elle ne se contentait pas de rapporter les faits, elle était vraiment présente, accompagnant les habitants blessés. Dans son fort intérieur, Armand se sentit un peu plus fort, car il y avait quelqu'un qui essayait de voir cette affaire d'un point de vue humain, pas seulement comme une nouvelle. Pendant ce temps, dans l'impasse des Mimosas, la tension se faisait de plus en plus sentir. Les habitants restaient sur leur garde, mais maintenant la méfiance commençait à se tourner les uns contre les autres. Certains chuchotaient que Sylvie n'avait peut-être pas travaillé seule. D'autres accusaient un voisin qui sortait rarement de chez lui. Il y en eut même qui s'accusèrent mutuellement simplement parce qu'ils avaient vu quelqu'un rentrer tard le soir. La réunion de l'amicale, dirigée par Madame Dupont, fut de nouveau organisée pour calmer les habitants. Elle insista sur le fait que la méfiance mutuelle ne ferait qu'aggraver la situation. Mais ces mots n'étaient pas faciles à accepter. Le traumatisme était trop profond, la peur trop grande. Les enfants n'osaient toujours pas jouer dehors, ni même s'asseoir sur le pas de leur porte. Armand reçut un rapport sur cette agitation. Il savait que si la situation n'était pas gérée rapidement, le quartier pourrait se diviser. Il se rendit lui-même à la salle de prière pour rassembler les habitants. D'une voix calme, il expliqua que l'enquête était toujours en cours, que les habitants devaient s'unir, et non se méfier les uns des autres. Bien que ses paroles soient apaisantes, les regards des gens restaient pleins d'inquiétude. Cette nuit-là, Chloé diffusa un long reportage à la radio.
Elle décrivit comment les habitants de l'impasse des Mimosas luttaient contre la peur, comment les enfants perdaient leur joie de vivre, et comment les parents veillaient toute la nuit. Elle mentionna également l'histoire de Lina de Martigues comme un rappel que cette affaire était plus vaste qu'il n'y paraissait. Sa voix fit taire de nombreux auditeurs. Certains versèrent des larmes, d'autres envoyèrent des messages de prière, et d'autres encore étaient en colère contre l'indifférence de la société auparavant. Chloé conclut son émission par une phrase douce. Derrière chaque nom, il y a un enfant qui a un jour ri, couru et rêvé. Au commissariat, Armand écoutait l'émission sur la petite radio de son bureau. Il sentit sa poitrine se réchauffer et se serrer à la fois. Chaud, parce qu'il y avait une voix qui lui rappelait que son travail n'était pas seulement d'attraper le coupable, mais aussi de préserver l'espoir des familles. Serré, parce qu'il savait qu'il y avait encore beaucoup de mystères non résolus. Vers minuit, un nouveau rapport arriva. Un habitant affirma avoir vu une ombre se glisser à nouveau près de la maison de Sylvie. La police se mit immédiatement en mouvement, mais une fois de plus, la silhouette disparut dans l'obscurité. La tension dans l'impasse des Mimosas atteignit son paroxysme. Les habitants prièrent plus fort. Certains pleuraient de peur. Armand se tenait devant la maison silencieuse de Sylvie, avec le ruban jaune déchiré. La pluie gouttait toujours du toit de tôle. Il regarda dans l'obscurité puis murmura en lui-même que ce mystère n'était pas terminé. Il y avait quelqu'un d'autre qui rôdait encore, et leur temps était compté. Le samedi matin, l'atmosphère dans l'impasse des Mimosas était toujours tendue. Les habitants hésitaient à sortir de chez eux. On ne voyait que de temps en temps quelqu'un se dépêcher d'acheter des produits de première nécessité avant de rentrer rapidement. La maison de Sylvie restait sous scellé. Mais l'ombre de la personne mystérieuse, aperçue 2 fois, empêchait tout le monde d'être tranquille. Armand dirigea une équipe pour suivre la piste. Ils examinèrent l'enregistrement de la simple caméra de surveillance de l'épicerie au bout de l'impasse. Sur l'enregistrement, on voyait l'ombre d'une personne au corps mince, portant une veste sombre, courir rapidement autour de la maison de Sylvie. Son visage n'était pas clairement visible, mais la silhouette était réelle. L'analyse montra que la direction de la course de cette personne menait vers la grande route, et non de retour dans la petite impasse. Cela signifiait qu'il ne s'agissait probablement pas d'un habitant de l'impasse des Mimosas. Armand soupira longuement. S'il était vrai qu'une personne extérieure était impliquée, l'affaire pourrait être plus compliquée qu'il ne l'imaginait. Pendant ce temps, les médias nationaux couvraient l'affaire de plus en plus intensivement. La télévision diffusait en direct depuis le devant de la maison de Sylvie. De grands titres s'affichaient à l'écran. Le mystère d'E.E. la vendeuse d'E.E. soupe. Certaines chaînes organisaient même des débats avec des experts en psychologie, en criminologie et des personnalités religieuses. Chacun donnait son analyse. Certains insistaient sur l'aspect psychologique de Sylvie. D'autres soulignaient la faiblesse de la surveillance de l'environnement. Cette pression retombait sur les épaules d'Armand. Le téléphone de son bureau ne cessait presque jamais de sonner. Ses supérieurs exigeaient des résultats rapides. Les journalistes réclamaient des déclarations, et les familles des victimes insistaient pour que la vérité soit révélée au plus vite. Armand avait l'impression que sa tête allait exploser. Au milieu de tout cela, Chloé essayait de garder l'équilibre. Elle refusait de suivre le courant du sensationnalisme. Dans ses reportages, elle parlait davantage de la douleur des familles des victimes, de l'inquiétude des vendeurs de soupe innocents et de la façon dont ce petit quartier luttait pour rester debout. Son émission faisait pleurer une partie du public, mais suscitait aussi des critiques de la part de ceux qui voulaient des nouvelles plus incisives. Pour Armand, Chloé était une voix apaisante. Cependant, il était lui-même au bord de la rupture. Cette nuit-là, il s'assit seul dans son bureau, fixant un mur vide. Il se sentait fatigué, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Chaque nom sur la liste des victimes semblait le fixer. Exigeant des réponses. Il se souvint des petits-enfants qu'il voyait souvent jouer dans les impasses du quartier. Il imagina si l'un d'eux était de sa famille. Un sentiment de culpabilité lui serra la poitrine. Même s'il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé. Son téléphone portable sonna. C'était sa femme à Marseille. La voix douce de l'autre côté lui demanda quand il rentrerait. Les enfants à la maison attendaient. Armand resta longtemps silencieux avant de répondre. Il dit qu'il ne savait pas quand il pourrait rentrer car cette affaire n'était pas terminée. Sa voix était rauque, ses yeux humides. Après avoir raccroché, il resta longtemps assis, la tête baissée. Cette nuit-là, Chloé vint, apportant un thermos de café. Elle trouva Armand dans son bureau, le visage épuisé. Elle ne parla pas beaucoup, versa seulement le café dans une tasse et s'assit sur la chaise en face. Le silence dura quelques minutes,
puis Chloé dit doucement qu'elle comprenait que ce fardeau était lourd. Mais elle lui rappela aussi que chaque petit pas comptait pour les familles des victimes. Armand la regarda avec des yeux rouges. Il ne répondit pas, mais sa prise sur la tasse se renforça. Ces mots simples semblaient alléger un peu le fardeau sur ses épaules. Dans l'impasse des Mimosas, les habitants organisèrent à nouveau une prière nocturne à la salle de prière. Le son des versets sacrés résonnait doucement, mélangé au bruit de la pluie fine à l'extérieur. Les enfants étaient assis les uns près des autres. Certains serraient leurs genoux, ayant encore peur. Les pères montaient la garde à la porte de la salle de prière, regardant vers la maison sombre de Sylvie. Lorsque la prière fut terminée, certains habitants chuchotèrent. Ils craignaient que la personne mystérieuse ne revienne. Certains soupçonnaient qu'elle cherchait des preuves qui n'avaient pas encore été trouvées. D'autres craignaient qu'elle ne cherche une nouvelle victime. Toutes ces possibilités faisaient battre leur cœur. Armand se tenait à l'extérieur de la salle de prière. Écoutant ces chuchotements, il regarda la maison de Sylvie, silencieuse et sans lumière, puis murmura en lui-même qu'il ne devait pas abandonner. Malgré la fatigue, malgré la pression venant de toutes parts, il devait tenir bon. Car derrière toute cette peur, il y avait l'espoir des habitants qui attendaient la justice. La nuit dans le vieil entrepôt, dans la zone portuaire, se transforma en cauchemar. Un par un, les sacs noirs furent ouverts, révélant des ossements humains. Leur nombre était bien plus important que ce qui avait été trouvé chez Madame Sylvie. Les agents de la police scientifique comptaient avec soin. Chaque sac contenait des morceaux différents, indiquant que cette affaire durait depuis longtemps et impliquait plus qu'une ou deux victimes. Armand se tenait là, rigide. Sa respiration était lourde, sa poitrine oppressée. Il savait que ce n'était pas seulement une affaire criminelle ordinaire. C'était une blessure immense pour la société. Autour de lui, les agents travaillaient avec des visages tendus. Certains retenaient la nausée, d'autres ne pouvaient que baisser la tête. Un silence de mort remplissait l'entrepôt. Seul le bruit de la pluie fine à l'extérieur se faisait entendre. Lorsque tous les sacs eurent été ouverts, le nombre de victimes fut estimé à plus de 10. Les premières notes de la police scientifique indiquaient que la plupart étaient des enfants. Armand ferma les yeux, ses mains tremblaient. Il imaginait chaque nom, chaque petit visage qui n'avait peut-être jamais eu la chance de grandir. Chloé, qui assistait à la scène de l'extérieur, derrière le périmètre de sécurité, retint ses larmes. Elle écrivit dans son carnet d'une main tremblante. Pour elle, ce n'était pas seulement une nouvelle. C'était le cri du cœur des familles qui avaient perdu un être cher, des prières interrompues, et un avenir volé. Le lendemain matin, la nouvelle de la découverte de l'entrepôt d'ossements humains secoua tout le pays. La télévision diffusa des images des agents transportant les sacs noirs. Les journaux titrèrent en gros